remercier la ville de Grenoble, la famille Blum, ainsi que le comité du CRIF et le SPCJ qui ont collaboré à l'organisation de cette cérémonie. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je vais maintenant appeler à la tribune Monsieur Éric de Rothschild, Monsieur le maire à l'école, Madame Galibou. Et Monsieur Jacques Dufresne également. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, cher Éric de Rothschild, c'est un grand honneur pour moi de remettre la médaille d'or de la ville de Grenoble au mémorial de la Shoah que vous présidez. Et c'est ici un signe de reconnaissance de ce travail de transmission, d'éducation, qui permet également la recherche, et avec qui nous avons des liens anciens et avec qui nous avons toujours des projets. Ce travail-là est un travail qui nourrit notre présent, qui s'est d'ailleurs élargi au génocide du XXe siècle, au génocide arménien et au génocide rwandais, et qui, par cela, je crois, convoque notre humanité pour le présent et pour l'avenir. Voici cette médaille. Je voudrais vous remercier tout particulièrement, Monsieur le maire, et cette médaille sera, disons, un des joyaux de nos collections qui sont diverses, car nous avons, en dehors, dans le fond, uniquement de notre extraordinaire, je dirais, trésor d'archives, nous avons également un certain nombre de souvenirs des camps, des souvenirs d'objets qui ont été créés par les déportés dans les camps. Et je dois dire d'avoir cette médaille de la ville où nous sommes nés nous fait particulièrement plaisir. Donc, mille merci de cette remise. Vous voulez parler, Gabi ? Non, pas du tout. Trop timide. Voilà, Madame Blum, maintenant on va remettre le prix Louis Blum en l'honneur de Louis Blum, de son mari, au mémorial de la Shoah. Voilà, vous pouvez applaudir. C'est pour vous. Vous gardez pour vous. Elle en garde un pour elle, toujours. Elle les a tous. Voilà, on va vous laisser un petit peu. Écoutez, je vais donc, mais je voulais tout particulièrement vous remercier, Madame Blum, de cet honneur que vous nous faites. C'est un honneur, et je dois dire, quand j'ai regardé la liste de tous les récipiendaires avant, dans le fond, le mémorial, je me rends compte que nous sommes dans une cohorte de personnes et d'institutions. Et je dois dire que j'admire beaucoup cette idée de votre prix, que vous le faites non seulement pour des personnes, mais également pour des institutions. Et je trouve que c'est
très important de reconnaître le travail des institutions, car elles nous survivent et donc ce prix ne disparaîtra pas quand tout d'un coup les présidents changeront, mais ça restera pour toujours au mémorial. Merci beaucoup. Bon, Jackie. Il est inutile de vous le présenter, mais je vais quand même le faire un petit peu, et je parle sous votre contrôle, bien entendu. Monsieur Éric de Rothschild est né en 1940, il est le président du Mémorial de la Shoah depuis son ouverture en 2005, et il est engagé dans la lutte contre l'antisémitisme depuis 2001. Depuis 1975, il détient les rênes du château Laffitte Rothschild, après avoir succédé à son oncle, Élie de Rothschild, qui occupa ce poste de 1946 à 1974. Par ailleurs, engagé en faveur du développement des banlieues, dès 2007, il est l'un des tout premiers chefs d'entreprise à apporter son soutien à Business Angel des Cités, le premier fonds d'investissement dédié aux entreprises de banlieue initié par Ofer Bronstein. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'accueillir comme il se doit Monsieur Éric de Rothschild. Monsieur le préfet de l'Isère, Monsieur Lionel Belfre, Monsieur le député Olivier Véran, Monsieur le maire de Grenoble, Éric Piolle, avec qui j'ai eu le plaisir de déjeuner et d'échanger de façon, je dirais, tout à fait intéressante et profonde, à la fois sur les problèmes qui nous anime aujourd'hui, mais qui anime le mémorial, mais d'une façon générale sur les problèmes que nous vivons actuellement dans notre pays. Madame la vice-présidente de Grenoble-Alpes Métropole, représentant la métro, Monsieur le vice-président du conseil départemental, représentant le président, Madame Sandrine Chek, conseillère régionale, Monsieur le général Ponce, et je me permets un instant, je dirais, de changer de casquette, car je préside également le SPCJ, le service de protection de la communauté juive à travers la France, mais je voulais le remercier car ces troupes, ces personnes qu'il mène, ces soldats qu'il mène à travers le service Sentinelle qui nous protège d'ailleurs tous, la communauté juive. Je voulais vous remercier. Monsieur le maire de Mélan, Jean-Paul Blanc, qui est ici, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président du CRIF, bien entendu, messieurs les représentants des cultes, et notamment messieurs les rabbins qui sont ici, mais également monsieur Stern, ce prêtre que nous avons, avec lequel nous avons échangé à la remise des gerbes, et qui fait, comme le cardinal Lustiger, a été dans le fond né juif et est devenu à ce moment-là un prêtre, et cela permet, je dirais, un dialogue particulièrement sympathique entre nos deux foi. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis particulièrement honoré d'être parmi vous aujourd'hui afin de recevoir ce prix Léon Blum attribué cette année au Mémorial de la Shoah pour son action. Je voudrais en premier lieu, bien entendu, remercier tout particulièrement la famille Louis Blum pour cette distinction dont nous sommes très fiers. Je dois dire, comme je le disais il y a un instant, je trouve que ce prix est tout à fait remarquable quand je vois les personnes qui l'ont reçu avant nous, leur diversité, leur engagement, etc. Je dirais, je suis d'autant plus fier que ce soit le mémorial qui le reçoive, et je trouve qu'il est particulièrement
intéressant que l'on puisse le remettre à des institutions qui sont tout à fait pérennes. Et bien entendu, je dirais je me sens dans le fond uniquement, je dirais, le récipiendaire de cette distinction, et je voudrais dans le fond la partager complètement avec mon directeur Jackie Fredge, avec lequel je travaille depuis, je crois, plus de 25 ans, et qui a été la cheville ouvrière du développement du mémorial dont je parlerai dans un instant. Et je dois dire que je suis d'autant plus heureux que le hasard des dates m'amène à Grenoble, là où notre institution a vu le jour il y a exactement 75 ans cette année. Je dois dire que c'est donc, je dirais, un double anniversaire que nous pouvons célébrer. Et il y a à peu près, je crois, 25 ans, nous avons, pour la première fois, remis sur la maison de la rue Bizanet, que nous avons remis cette plaque. Et je vois que la mairie a tenu à y ajouter à ce moment-là une deuxième plaque pour que vraiment cette maison soit, qu'on s'en souvienne, et que les passants à ce moment-là se rendent compte que dans cet endroit, des choses tout à fait extraordinaires se sont passées. Je dois dire que c'est intéressant de voir que au niveau de la communauté juive, comment elle opère. C'est très très rare, qu'il y ait une unité comme celle-là. On le voit toujours quand il y a une communauté juive dans une ville, eh bien il y a toujours 2 ou 3 communautés, il y a toujours 2 ou 3 synagogues. Je crois même qu'il y en a 5 à Grenoble. Ça prouve que les Juifs ont une tendance à avoir des opinions, et on a souvent du mal à les mettre ensemble. Eh bien, quand Monsieur Schneerson, Isaac Schneerson, a eu cette idée de rassembler cette documentation, eh bien, il a réussi à faire l'unanimité, et à la fois les Juifs français qui étaient réfugiés dans la zone, les Juifs étrangers et les 40 associations qui avaient trouvé refuge et qui avaient quitté la zone occupée, eh bien, ça a été un choix unanime, et je crois qu'il faut le faire remarquer. Nous venons, comme je le disais, de marquer un moment de recueillement devant l'immeuble où notre institution a été conçue. En effet, il faut bien le dire, et je serai peut-être un peu long, mais cette histoire du mémorial est tout de même, et de son évolution, de son maintien, toujours, je dirais, sur le front, dans le fond, de tous les combats contre l'oubli, contre l'antisémitisme, etc. Je crois que ça vaut la peine d'être, je dirais, rappelé. En effet, comme je le disais, en avril 1943, 40 militants et représentants des principales organisations juives se réunissaient clandestinement à Grenoble, au 42 rue Bizanet, afin de créer le Centre de documentation juive contemporaine à l'initiative de ce personnage remarquable qui est Isaac Schneerson. Issu d'une grande famille religieuse, comme certains l'ont déjà fait remarquer, il était rabbin en Russie. Très engagé dans la défense des droits des Juifs, inquiété tout d'abord par la police tsariste, il a dû
quitté la Russie, devenu bolchevique, dans lequel il n'était pas bienvenu, et il l'a quitté pour la France, qui, pour tous ces, je dirais, tous ces personnes de l'Europe centrale, représentaient véritablement, je dirais, la patrie des Lumières, et l'endroit où ils pourraient, je dirais, accomplir complètement leur vie à la fois d'hommes d'affaires mais également pouvoir, je dirais, accomplir leur vie en tant que juifs. Comme le nombreux émigrés avant-guerre se rend donc à dessein dans le pays de Voltaire et de Rousseau, la patrie des droits de l'homme, qui en 1791 fut le premier pays d'Europe à octroyer enfin la citoyenneté pleine et entière à tous les Juifs de France. Installé à Paris, il délaisse sa fonction de rabbin et se lance dans les affaires. Spolié par les lois de Vichy, Schneerson parcourt la zone sud afin de secourir les familles juives en difficulté. Durant ses nombreux déplacements, il conçoit l'idée de rassembler de la documentation. Après les rafles massives de l'année 42, alors que les premières informations sur l'extermination des Juifs circulent dans le monde entier, l'idée de Schneerson devient alors nécessaire et urgente. Ainsi, fin avril 1943, alors que la ville est occupée par les Italiens, dans le climat solennel et dramatique que l'on peut imaginer, Juifs français et immigrés s'associent ensemble sur un pied d'égalité pour créer le CDJC, dont l'objectif est déjà de préparer l'après-guerre. Il s'agit de rassembler des documents afin de témoigner de ce que les Juifs de France vivaient, mais également pour pouvoir demander justice une fois la démocratie retrouvée. Ainsi, dans un contexte différent, comme l'a déjà décrit Serge Klarsfeld, il est juste d'affirmer qu'Isaac Schneerson a joué pour la France le même rôle que l'historien Emmanuel Ringelblum dans le ghetto de Varsovie. Chacun d'entre vous savent probablement qu'il a enterré dans des grands pots de laitier, etc., toute la description du drame du ghetto de Varsovie et les derniers jours de ce ghetto avant sa destruction. En septembre 1943, le travail du CDJC est stoppé par l'invasion de la zone italienne par les nazis. Schneerson alors rejoint la résistance en Dordogne, nouant ainsi des contacts qui s'avéreront très utiles par la suite. Lorsque les combats pour la libération de la France commencent, Isaac Schneerson et son équipe rejoignent Paris afin de sauver de la destruction des fonds d'archives émanant de l'occupant nazi et de Vichy. Aidés par des résistants et grâce au flair d'un homme qui n'était pas historien, Léon Poliakov, en charge du service de recherche des archives, le CDJC met à ce moment-là la main sur des fonds d'archives inédits
dans des conditions souvent rocambolesques. Demandez après ça, pendant le cocktail, comment nous avons réussi à trouver les archives du service anti-juif de la Gestapo. C'est un mystère, moi, qui m'a toujours particulièrement intéressé et que j'ai trouvé, et je pense que les descriptions qu'on en fait sont probablement pas tout à fait véridiques. Il doit y avoir des éléments que l'on ne connaît pas absolument parfaitement. Mais en tout cas, à cette époque, nous avons réussi, le CDJC a réussi, et je dis bien nous, car pour moi, le CDJC, c'est nous, nous avons réussi à rassembler un ensemble de documents tout à fait uniques. Il reçoit à ce moment-là, le CDJC reçoit du gouvernement la mission d'évaluer le montant des spoliations dont les Juifs avaient été victimes. Et je dois dire que tous les documents qui ont été ramassés à cette époque ont été particulièrement utiles quand, dans les années 2000, le gouvernement français, reconnaissant que les Juifs avaient été totalement, dans le fond, spoliés pendant cette période, a voulu faire le calcul précis du nombre des montants qui avaient été spoliés aux Juifs, dont beaucoup se sont retrouvés dans les banques, dans les compagnies d'assurance, à la Caisse des dépôts et consignations. Et grâce à cette documentation, je dirais presque au franc près, en rajoutant à ce moment-là les intérêts courus depuis cette époque, a permis à ce moment-là de créer la fondation de la mémoire de la Shoah en le dotant des montants, dans le fond, qui avaient été spoliés à cette époque et jamais rendus. Ce n'est que les montants spoliés et jamais rendus qui ont été mis dans le fonds de la FMS. Nous n'avons pas demandé à être payés deux fois. C'est uniquement ces fonds en déshérence qui ont été calculés grâce d'ailleurs à cette documentation et au travail du CDJC à cette époque. Le CDJC commence alors à classer ses archives, à enrichir son fonds par l'acquisition de documents à travers toute l'Europe. Il crée une revue, Le Monde Juif, et d'ailleurs, à cette époque, il retrouve des archives, mais je dois dire, nous continuons à rechercher des archives, et chaque année, nous augmentons nos fonds par des archives, des photos, des lettres, des éléments qui, je dirais, dans l'avenir, seront particulièrement utiles pour, je dirais, le triste moment où nous n'aurons plus la possibilité de faire témoigner les rescapés, comme vous l'avez vu pendant ce film que l'on vous a montré. Nous avons donc créé la revue Le Monde Juif, qui est devenue la revue d'histoire de la Shoah. Nous avons constitué notre propre maison d'édition, publiant près de 40 ouvrages, dont certains font aujourd'hui encore autorité, tel celui sur le commissariat général aux questions juives de Joseph Billig. En 1947, le CDJC réunit la première conférence internationale destinée à organiser et coordonner les recherches sur le génocide des Juifs, une ambition qui malheureusement ne verra pas de lendemain en raison à ce moment-là de la guerre froide et de la fermeture des frontières avec les pays de l'Est. Dans le même temps, le CDJC est sollicité par le gouvernement français à travers Edgar Faure et François de Menton afin d'étayer la plaidoirie française au procès de Nuremberg.
Le CDJC transporte alors toutes ses archives à Nuremberg, qu'il met à la disposition de l'ensemble des Alliés, et à l'issue de ce procès, en guise de remerciement, le procureur américain Telford Taylor nous autorise à transférer à Paris une partie des documents qui avaient été rassemblés par les Alliés. Et cela fait partie, je dirais, de l'énorme richesse du CDJC. Et j'ajouterais juste peut-être un détail, c'est que le CDJC, contrairement à beaucoup d'organisations d'archives, a toujours été totalement ouvert et a partagé ses archives. Quand Yad Vashem a été créé, nous leur avons donné des microfilms de toutes nos archives. Quand le mémorial américain a été créé à Washington, nous leur avons donné des archives. Nous sommes absolument ouverts, nous ne cherchons pas à ce que ces archives restent, je dirais, chez nous, mais qu'elles soient utilisées de la façon la plus large pour justement, je dirais, défendre la mémoire. Par la suite, le CDJC, grâce à ses archives, participera aux principaux procès en Allemagne, en Israël, lors du procès Eichmann, où Georges Wellers, le responsable scientifique du CDJC, est appelé à déposer. En France également, nous avons fourni de nombreux documents au procès d'après-guerre et plus récemment dans le procès Papon et Touvier. Pour le procès Barbie, beaucoup d'entre vous l'ont rappelé, Serge Klarsfeld a produit à la justice française la pièce maîtresse issue des archives du CDJC, le Telex d'Isieux, qui permettra l'inculpation de Klaus Barbie, chef de la Gestapo de Lyon, pour le crime contre l'humanité. Et je dois dire que nous avons, il y a à peu près 5 ou 6 ans, nous avons racheté un document qui est le premier jet de la loi antisémite du 3 octobre 1940 voulue par Pétain. Et si des gens veulent dire que Pétain n'était pas antisémite, il suffit qu'ils lisent ce document et qu'ils voient les corrections qu'il a fait, car c'est pour ça que c'est particulièrement intéressant. Et les corrections qu'ils ont qu'il a fait, je dirais, renforçant ce que ses services avaient déjà, dans le fond, imaginé comme loi anti-juive. À ce moment-là, personne ne peut aujourd'hui dire que Pétain a protégé les Juifs français. On dit toujours, il a protégé les Juifs français, il n'a pas été gentil avec les Juifs étrangers. Eh bien, lisez ce document, demandez-en une copie et vous changerez totalement d'avis. C'est pour ça que je dois dire peut-être que je m'enthousiasme un peu sur nos archives et nos documents, mais je dois dire que c'est une quête absolument passionnante, et quand on trouve un document de ce genre-là, un document historique absolument fondamental, on ne peut pas ne pas, je dirais, être particulièrement, fier et heureux de l'avoir dans nos archives. Dans les années 50, Isaac Schneerson lance l'idée de créer un tombeau mémorial, une sépulture pour tous les Juifs assassinés pendant la Seconde Guerre mondiale. En dépit de beaucoup de difficultés, la première pierre est posée en 1953 sur le terrain dans le Marais, situé rue Geoffroy-Lanier, qui nous a été donné par la ville de Paris. Le mémorial est inauguré en 1956 en présence de représentants de 57 délégations étrangères, et il faut bien noter
que le mémorial est le premier monument dédié à la destruction des Juifs d'Europe et que son érection accélère la création de cette grande institution qu'est Yad Vashem à Jérusalem. Quand le premier, on voit le premier bâtiment qui a été fait à Jérusalem, il a été construit par le même architecte, M. Persitz, qui a fait le mémorial de Paris. Et me dit-on, Ben Gurion, qui assistait à l'inauguration du mémorial à Paris, est rentré et a dit à ses équipes, mais enfin, écoutez de quoi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il y a un mémorial à Paris, il n'y a rien en Israël, allez-y, faites-le. Et c'est peut-être pour ça qu'il a demandé au même architecte, qui était d'ailleurs un rescapé de prendre en main cette construction de Yad Vashem. Nous nous installons donc, quand le mémorial est ouvert en 1956, le CDJC s'y installe et un étage complet est consacré aux archives, et de même d'ailleurs les câbles, etc. Et nous créons également une bibliothèque. Le CDJC devient alors un lieu incontournable pour les chercheurs, tandis que le mémorial devient un lieu de parole et de rencontre pour tous les surveillants de la Shoah. Symboliquement, et je dois dire que c'est tout à fait remarquable, le premier président du mémorial est Justin Godard, et c'est un grand résistant et une personne qui a été nommée juste parmi les nations, car entre nous, Justin Godard n'était pas juif, et je dois dire que cela témoigne du positionnement très singulier d'une institution juive qui se veut laïque et républicaine. Dès la fin des années 50, notre institution connaît une longue traversée du désert. Il est vrai, afin de préserver la paix civile, les gouvernements qui s'étaient succédés avaient laissé une chape de plomb se renfermer sur l'histoire de Vichy. Le CDJC, qui avait déjà décidé de rester en marge des débats politiques qui traversaient la France, se voyait également mis à l'écart par les pouvoirs publics qui le percevaient comme un enfant terrible. J'y reviendrai dans un instant. Durant toutes ces années, Isaac Schneerson, mais aussi Claude Kelman, ont porté notre institution avec une opiniâtrité qui est tout à leur honneur. L'apparition du négationnisme a été un élément déterminant qui a provoqué de nombreux changements dans l'institution et une prise de conscience de l'importance de nos archives. La déclaration du président Jacques Chirac en juillet 1995 a engendré une vaste réflexion sur l'évolution de notre institution. Ces 15 dernières années, l'évolution du mémorial a été considérable. En 2005, nous avons agrandi notre bâtiment, le dotant d'une exposition permanente, d'un centre multimédia, d'un mur des noms de tous les Juifs déportés de France, d'une belle salle de lecture pour les chercheurs. En 2005, nous avons modifié notre nom devant le mémorial de la Shoah, élargissant notre champ de travail à tous les génocides de l'histoire, afin de comparer et de mettre en perspective historique ces crimes de même nature. Et je crois que nous avons ajouté de cette façon-là un élément important au rôle, à notre arsenal éducatif.
Je pense que quand nous allons dans les écoles et dans les lycées, etc., pour éduquer pour la Shoah, le fait qu'ils ne sentent pas que nous sommes purement, dans le fond, orientés sur la Shoah, mais que nous nous ouvrons aux autres génocides, est un élément qui rend notre pédagogie nettement plus efficace. Ces derniers temps, les camps du Loiret, les camps d'internement du Loiret, le CERCIL s'est rallié à notre institution et nous travaillons dans toute la France avec des antennes dans plusieurs villes et dans 14 pays d'Europe. Notre institution, comme je le disais, continue de collecter des archives car demain, celles-ci constitueront des outils pédagogiques et historiques essentiels et les seuls remparts contre les tentatives de négation de l'histoire. Nous détenons aujourd'hui 40 millions de documents d'archives qui font de nous le plus grand centre d'Europe sur l'histoire de la Shoah. Le CDC a été plus qu'une famille. Il a constitué une école historique autour de Léon Poliakov, de Joseph Willig, de Georges Wellers et de nombreux historiens étrangers que vous connaissez, que beaucoup d'entre vous connaissent, que ce soit Marus, que ce soit Paxton, que ce soit Hilberg. Et je dois dire que tous ces historiens ont pu, à cette époque, travailler sur l'histoire de la Shoah, car nous étions les seuls à avoir ouvert nos archives, ces archives uniques, et les historiens, à cette époque, n'auraient pas eu, dans le fond, de matériel pour travailler sur cette recherche, sur ces recherches historiques. Je crois pouvoir dire que le CDJC a également contribué à l'émergence d'une nouvelle génération d'historiens qui a pris le relais. Je pense notamment à Serge Klarsfeld, à qui je souhaite rendre hommage pour l'œuvre essentielle qu'il a accomplie. Vous l'avez, il y a quelques années, remis le prix Léon Blum, et je suis particulièrement heureux que le mémorial rejoigne cette formidable cohorte. 75 ans après, nous pouvons faire nôtres les objectifs qui ont présidé à la création du CDJC, à savoir préserver, étudier et enseigner l'histoire de la Shoah. Mais aujourd'hui, nous devons répondre à d'autres défis. Il s'agit d'enseigner le plus largement possible l'histoire de la Shoah, outil indispensable pour endiguer la vague d'antisémitisme et de racisme que notre pays traverse, car cette histoire et celle des génocides permettent d'interroger notre présent sur les multiples sujets, la violence, les conséquences du racisme et de l'antisémitisme, les préjugés, la propagande, les discours de haine, le complot, autant de sujets devenus aujourd'hui totalement d'actualité. Nous avons donc intensifié notre travail pédagogique vers les scolaires ainsi que vers la formation des enseignants. Nous avons très largement décentralisé notre travail sur tout le territoire, travaillant en partenariat avec tous les ministères et en particulier, bien évidemment, l'Éducation nationale. Depuis les attentats, nous avons décidé de créer des équipes pédagogiques qui se déplacent et s'installent au sein même des établissements scolaires, en particulier dans les zones prioritaires, afin d'aller vers ceux
qui ne viennent pas naturellement au mémorial et ne comprennent très souvent pas son but et à quel point, je dirais, notre travail les concerne. Outre les enseignants et les scolaires, les policiers, les journalistes, le mémorial a décidé de s'adresser à tous les publics et nous allons même à l'intérieur des prisons faire un travail éducatif. Je pense que la force de notre institution est d'avoir su s'adapter aux besoins de la société dans laquelle il vit. Tout d'abord, centre d'archives, puis centre de recherche, lieu de mémoire, puis aujourd'hui, centre d'éducation et de formation. 75 ans après sa création, le mémorial de CDJC est non seulement vivant, toujours fidèle à ses objectifs premiers, mais il est devenu un acteur central et innovant dans l'éducation et la tolérance. Ce travail d'éducation est un travail indispensable si l'on veut que nos enfants puissent vivre dans un pays apaisé. Travail important, vaste entreprise, comme disait de temps en temps le général de Gaulle. Mais je dois dire que je n'en connais pas d'autres. Merci donc, Madame Blum, de nous avoir donné ce prix. Il nous touche tout particulièrement et je dois dire qu'il nous encourage beaucoup à continuer le travail formidable que fait l'ensemble du mémorial avec toute son équipe menée par Jackie Fredge et bien d'autres personnes. Merci beaucoup.